nous allons parler de fiscalité, encore une fois, aujourd'hui. Vous donner quelques petits conseils fiscaux avec Patrick Saint-Onge. Bonjour, Patrick. Bonjour. Beaucoup de questions qui nous sont posées tout le temps et je pense qu'il y a quelques concepts dans le domaine fiscal que les gens comprennent assez mal, particulièrement quand c'est le temps de faire de l'investissement actif. Exact. Parce que l'investissement actif, il y a encore des gens qui pour eux, lorsqu'ils transigent sur des actions, ça doit générer absolument du gain en capital. Okay. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Donc, lorsqu'on se retrouve du côté de la spéculation, ça peut amener un revenu qui est pleinement imposable. Donc, juste comme ça, dernièrement, dans le rapport Godbout qui a été déposé, donc ils ont prévu que toutes les transactions qui seraient de moins de 365 jours, mais seraient taxables à 100 %, donc ça serait plus du gain en capital. Donc, c'est juste une proposition qui est sur la table. J'espère que ça va rester comme ça. Donc, mais c'est comme, du moins, c'est taxé comme ça aux États-Unis, dans certains autres pays. Donc, présentement, là, ça serait une façon pour les gouvernements d'aller chercher plus d'argent. Donc, le concept de spéculation, donc, c'était quoi votre intention lorsque vous avez acheté les titres? Donc, si c'était de vraiment les revendre à la première occasion, donc, ça n'a pas été acheté pour générer du dividende, donc ça pourrait amener un revenu d'entreprise, donc taxable à 100 %. Bon, il y a quelques mythes et réalités qu'on va regarder ce midi, là. Entre autres, les fameux paradis fiscaux. C'est interdit de le faire, de toute façon, mais... Il y a un gros mais, le point d'interrogation. Mais c'est jamais interdit d'investir ou d'ouvrir un compte dans un paradis fiscal. Donc, ce que les gens doivent se souvenir, c'est lorsqu'on est résident fiscal canadien, donc on est un contribuable, on doit s'imposer sur ses revenus mondiaux. Donc, il faut ouvrir des comptes de banque un peu partout dans le monde, il n'y a vraiment aucun problème. Sauf que lorsqu'arrive le mois d'avril, donc il faut identifier les revenus qui ont été générés à travers ces comptes-là et puis les déclarer au Canada. Donc, il n'y a pas vraiment le d'échappatoire, c'est pas vraiment un paradis fiscal. Donc, quelqu'un qui s'ouvrirait un compte en Suisse, donc, devrait quand même s'imposer là-dessus. C'est sûr que ça a eu mauvaise presse au cours du moins les 2 dernières années. C'est en raison du fait que certaines personnes avaient oublié là, de déclarer ces revenus-là et puis les noms des gens sont devenus publics. Donc, oui, ça a fait un scandale, ça. Hein? D'ailleurs, avec les différents paliers gouvernementaux, on pense entre autres à la Suisse qui est obligée de faire des divulgations, etc., etc. Oui. Sauf qu'il y a toujours le bilan. Je vais montrer le document, là, le fameux bilan de vérification du revenu étranger. Là. Donc, c'est rendu d'une complexité, cette affaire-là, ça n'a plus de bon sens. Les comptables s'arrachent les cheveux de sa tête parce que parfois, il n'y a pas nécessairement toutes les données à laquelle on devrait avoir droit, ou le client a perdu ses relevés, etc., etc. C'est rendu complexe, là. Oui, ça fait chialer pas mal de comptables, comme vous dites, parce qu'on doit donner des informations qui sont déjà connues par les autorités fiscales, parce que souvent, c'est des comptes de banque qui ont été ouverts au Canada, puis le simple fait de détenir une action américaine vous oblige à remplir ça si vous avez pour plus de 100 000 du moins en coût là, de ces actions-là. Dans le dernier budget, ils ont voulu assouplir la mesure. Là. Si vous vous rappelez bien, on dit pour les gens qui ont moins de 250 000, entre 100 000 et 250 000, on va avoir une mesure simplifiée là, de déclarer des biens étrangers. Probablement qu'il va falloir cocher qu'on a des biens étrangers. On ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils veulent. Le nouveau formulaire n'est pas encore sorti. Un peu comme c'était avant. Là. On disait à l'étranger, on détient tant. Point à la ligne, puis c'était terminé là. On n'avait pas de faire nécessairement la nomenclature de tous les titres qu'on détenait. Là. On l'espère. Mais là, présentement, on a juste la mesure, l'annonce dans le budget. On n'a pas vu le nouveau formulaire sortir ou de quelque chose de plus précis là, à cet égard-là. Là. Bon, alors, ça, c'est le fameux formulaire T1135. Et, bien entendu, la divulgation volontaire, si on a malencontreusement oublié de divulguer, bien, il faut le faire. Oui, la divulgation volontaire, ce qu'elle permet, c'est d'éviter des pénalités. Parce que les gens qui oublient des revenus à l'étranger, une fois que les pénalités pour, du moins omission, la grossière négligence sont appliquées, mais on peut se retrouver à perdre à peu près tout le patrimoine qui est accumulé à l'étranger, puis même plus. Donc, la divulgation volontaire permet de régulariser la situation, payer les impôts que vous auriez dû, puis rapatrier, là, dans bien des cas, l'argent au Canada. Parce que la pénalité est quand même assez sévère, je pense. C'est 50 de l'impôt. 50 de l'impôt supplémentaire, plus les intérêts qui courent, plus ci, plus ça. Là. Plus le T1135 qui n'a pas été produit. Donc, ça... 1500. En partant, c'est quoi? C'est 2200? C'est 2500 par année, sauf si vous avez beaucoup d'actifs. Là, après ça, c'est un test d'actifs, donc ça peut coûter beaucoup plus cher que 2500 $. Bon. Toujours dans les mythes et les réalités, les dons pour enfants sont imposables. Vrai ou faux? C'est faux. Donc, un parent peut donner de l'argent là, à son enfant, donc sans problème. On n'a pas d'impôt sur les dons ou sur les successions au Canada. Donc, le fait de transmettre une somme d'argent, c'est pas imposable pour l'enfant. C'est sûr que si le parent doit disposer d'actions à la bourse pour donner de l'argent à son enfant, mais là, il va avoir à payer de l'impôt sur le gain en capital qu'il va réaliser.
Donc, ça, c'est pour un enfant majeur. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas d'impôt pour le don comme tel. Le problème qu'on peut avoir, c'est que si certaines personnes vont penser à donner de l'argent à leurs enfants mineurs. Donc, pour ça, dans la loi, on a une règle qui s'appelle les règles d'attribution. Donc, on peut donner l'argent à l'enfant mineur, il n'y a pas vraiment de problème. Mais si, à travers un portefeuille ou du moins l'argent qui a été donné génère du revenu, mais la loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va venir réattribuer le revenu dans la déclaration de revenu du parent. Donc, question d'éviter que le parent, du moins, planifie la détention de ses actifs. C'est ça. C'est un peu ce qu'on appelait le fractionnement de revenus avec les enfants, qu'on voulait éliminer. Là. Oui, exactement. Là. Donc, on l'élimine de deux manières avec les règles d'attribution, puis on a un impôt spécial qui peut s'appliquer dans certaines autres circonstances. C'est quoi? C'est l'impôt minimum? OK. L'impôt sur les enfants mineurs. Ah, OK. L'enfant mineur qui génère du revenu de dividende, par exemple, par le biais d'une société par action, mais va avoir un taux d'imposition qui va être au marginal supérieur et non pas le taux progressif. N'importe qui a un taux différent. Il y a différents paliers. Dès le premier dollar? Dès le premier dollar, effectivement. Donc, ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher. On essaie d'éviter le fractionnement de revenus. Là. Du moins, la loi vise à empêcher ce genre de stratégie-là. Donc, à chaque fois qu'on va envoyer du revenu dans une déclaration d'un enfant mineur, c'est toujours très, très, très problématique. Puis à chaque budget, ils viennent nous couper les possibilités qu'ils ont oubliées. Là. Bon, effectivement. Et le dernier, le document notarié, pourquoi? Tout don doit être notarié. Du moins, si vous posez la question à un notaire, il va vous dire que n'importe quelle donation devrait être notariée parce que le Code civil l'exige. Donc, du moins, les dernières fois qu'on a consulté là-dessus, c'est ce qu'on s'est fait dire. Puis en plus, ça permet de documenter la donation. Parce qu'on sait que Revenu Québec est très actif à essayer de trouver les revenus qui n'auraient pas été déclarés. Donc, au moins, quand on a un document qui a été notarié, on est capable d'expliquer pourquoi il y a eu une entrée de fonds. Donc, quand on n'a rien, on a juste un chèque de 25 000 par exemple, qui est rentré dans le compte, mais ça peut soulever toutes sortes de questions, puis ça devient difficile à documenter. Mais de toute façon, les banques sont obligées de divulguer en haut de 10 000 de toute façon? Je pense pas pour un don en parent, là, donc non. Non? Parce que je pensais qu'à chaque fois qu'il y avait un dépôt de 10 000 on commençait à poser des questions. Là. Peut-être, il faudrait le vérifier. OK, ça, il faudrait le vérifier aussi. Bon, fractionnement de revenus entre conjoints et en ouvrant un compte conjoint. Ça se fait, ça? Ça, on le voit souvent, là, que les gens essaient de... du moins, quand il arrive le mois d'avril, de dire, mais regarde, le feuillet a été fait aux deux noms, là, donc tu mets ça dans les déclarations de 50-50, dans les déclarations du conjoint, puis celui qui a fait le dépôt. Ça fonctionne pas comme ça. Donc, comme tantôt, on parlait des règles d'attribution avec les enfants mineurs. On a la même règle avec le conjoint. Donc, si vous donnez de l'argent à votre conjoint, bien, le revenu va revenir dans la déclaration de revenu de la personne, du conjoint qui a donné l'argent. Donc, on est encore dans les règles d'attribution. Donc, pour éviter ça, il faut être en mesure de démontrer que chacun des conjoints a mis 50 d'argent dans le compte à l'ouverture. Donc, c'est souvent pas le cas. Donc, c'est pas comme ça qu'on va faire du fractionnement de revenus. Il faut vraiment utiliser d'autres routes que la simple ouverture du compte. Mais à ce que je sache, les banques se protègent quand même pas mal là-dedans, dans le sens où quand on va émettre les fameux relevés 3 là, ou les T5, il y a seulement qu'un seul numéro d'assurance sociale qui est dessus. Là. Et quand c'est véritablement conjoint, on va voir apparaître les deux numéros d'assurance sociale. Oui, mais du moins, j'en vois encore beaucoup des feuillets là, avec les deux noms. Là. Donc, c'est pour ça qu'on soulève la question. Puis quand on gratte, là, puis on pose des questions, il y en a un des deux qui n'a pas mis d'argent du tout. Là. Donc, je ne sais pas si à travers la conformité, il y a des façons d'éviter les règles, là, mais ça... Puis c'est la même chose pour le dividende aussi. Quand il y a des placements communs, il faut que les deux soient 50-50 si tu veux être capable de le diviser. Là. Bien, il y a des règles spéciales pour les dividendes. Oui? Au fédéral, on peut faire le choix d'envoyer le revenu de dividende dans une des deux déclarations. Donc, ça peut optimiser le côté du crédit pour dividende. Puis au Québec, si un des deux conjoints n'a pas vraiment de revenus, mais on est capable d'envoyer le crédit aussi dans la déclaration de l'autre conjoint. Là. Donc, oui, les règles d'attribution, mais pour les dividendes, on a des règles spéciales qui nous permettent d'optimiser la situation d'un couple. OK. Le taux de change moyen pour la comptabilisation des transactions en devises. Ça veut dire que si, par exemple, on a acheté au fil du temps, durant l'année, plusieurs titres du côté américain, on va sur le site de la Banque du Canada, on prend le taux moyen annuel, puis on est capable de prendre ce chiffre-là. Non, vrai ou faux? C'est faux. Voilà. Donc, il faut y aller vraiment là, à la journée de la transaction. Là. Donc, pour avoir vécu quelques vérifications de l'Agence du revenu là, avec des portefeuilles de titres, là, ils vont vraiment là, être tatillons là-dessus, puis ils vont l'exiger. Donc, il faut vraiment y aller à la date de la transaction, sinon ça serait trop facile, parce qu'il y a des gains de change. Parce que quand on réalise un gain en capital, il y a une portion plus-value, puis c'est pour les gens qui investissent à l'étranger, puis il y a une portion aussi variation là, de la devise dans le temps. Là. Donc, ils veulent qu'on constate les deux gains. Là. Et comme preuve, on peut peut-être aller chercher le dollar canadien. Juste le temps de concocter mon graphique des 2 dernières années.
Et tiens, on prend les 5 dernières années. Regardez ce qui s'est passé au cours des 4 dernières années. Sans cesse, au cours de la saison, le dollar canadien a baissé. Donc, au fur et à mesure que l'année avançait, on faisait encore plus de gains de capital. Exact. Hein? Alors, c'est ça c'est pour ça qu'ils sont peut-être tortillons un petit peu. C'est ça qui est visé. C'est sûr qu'il y a des années où le taux on était à parité. Ouais. Donc, dans ces années-là, on était à 1,01, c'était plus ou moins grave. Mais là, comme vous dites, là, avec le dollar là, qui a perdu beaucoup de valeur, là, donc ça devient de plus en plus important. Là. Parce que quand tu commences l'année à 0,90 et que tu la termines autour de 0,78, il y a une méchante différence. Là, on parle de 12 sous. Sur quelques milliers de dollars, ça va faire une sacrée différence. Ça paraît. Ça paraît énormément. Bon, l'autre point également que l'on voulait regarder, bon, là, je suis en train de me mélanger avec mes diapositives. Alors, c'est le jour de la transaction, il ne faut quand même pas l'oublier. Vente d'actions sur le marché boursier. On en a parlé au début. On en a parlé au début. Alors, c'est une intention qu'il faut valider absolument, là. Effectivement, l'intention, ça se valide par le nombre de transactions que vous faites dans l'année. L'intention, c'est toujours de faire du profit, on s'entend, là, mais quelqu'un qui fait 10 transactions pourra placer son portefeuille, puis quelqu'un d'autre qui en fait 500, mais là, ça va, du moins, on va venir voir que les 500 transactions, il y a probablement de la spéculation. Le temps le nombre de jours que les gens conservent les titres aussi, c'est un autre indice là, que ça pourrait être de la spéculation. Parce que là, ça devient, quand on fait de la spéculation, comme vous l'expliquez, ça devient du gain d'entreprise. Ça vient du revenu d'entreprise, effectivement. Carrément. N'importe quelle activité de spéculation, que ce soit à travers des titres boursiers ou par rapport à des immeubles à revenus que vous vendez, que vous flippez, chaque fois que vous faites de la spéculation, c'est taxé comme du revenu d'entreprise. Puis c'est là que les gens ont de la misère à comprendre parce qu'ils se disent « Ouais, mais moi, j'exploite pas, j'ai pas d'employé, je suis pas inscrit, donc je devrais pas être du côté du revenu d'entreprise. » Mais c'est la spéculation. Mais j'aimerais ça qu'on poursuive. J'ai une couple de petites questions là-dessus aussi qu'on se fait poser souvent ici à propos de ça, le revenu d'entreprise ou pas. On va revenir dans un instant tout de suite. Pour joindre l'émission On s'investit, composez à Montréal le 514-524-3708, à l'extérieur au 1-866-450-3000 ou encore par courriel à onsinvestit@tva.ca. Alors, on poursuit notre discussion avec Patrick Saint-Onge de chez Corriveau Saint-Onge Incorporé, avec qui on parlait tout à l'heure, Patrick, de l'intention à valider sur on voulait faire beaucoup de transactions ou pas durant l'année. Là, on décide de prendre de jouer le jeu. On a fait énormément de transactions. On ne veut pas se faire chicaner par Revenu Canada et on déclare ça en gain venant d'une entreprise. C'est la suite des choses, moi, qui m'inquiète tout le temps. Revenir à l'envers et comme un investisseur normal et non plus comme un spéculateur, on fait quoi exactement? On fait quoi? Donc, c'est sûr que là, il faut transiger d'une façon qui est différente. Donc, si on opère toujours de la même manière, donc on sera pas en mesure de changer la façon que nos transactions sont imposées. Donc, habituellement, là, pour du moins avoir la transition, mais on va dire, on doit remplir un formulaire quand on est en revenu d'entreprise, T2125, sur lequel on met nos transactions. Mais là-dessus, sur le formulaire, il y a une petite case, on peut dire que, bon, l'entreprise a été terminée. Donc, on dit qu'elle a été terminée avec la date où c'est terminé. Puis après ça, mais c'est la façon qu'on transige là, qui va dicter la façon qu'on va être imposé. Ça devrait fonctionner. Donc, mais il faut que les gens ont souvent... Ça va être difficile vraiment de changer du tout au tout. Là, donc, mais c'est vraiment les faits. Donc, on va regarder le nombre de transactions, le nombre de jours de détention. Puis avec ça, mais on va être en mesure de prendre une décision si vraiment là, l'entreprise a été, si on veut, fermée. Oui, effectivement, parce qu'après, il faut le prouver, ça, parce qu'on va se faire poser des questions probablement. Exact. Donc, c'est à travers les listings de vos transactions qui sont ceux en fin d'année là, qu'on va avoir ça. Puis, il y a les dates d'achat et de vente. Donc, on est capable de calculer là, rapidement, surtout avec l'informatique maintenant, c'est des rapports qui se downloadent. Donc, on peut arriver là, à vraiment tirer une conclusion sur qu'est-ce que les contribuables ont fait durant l'année. Bon, optimiser sa déclaration en reportant donc d'une année à l'autre les dépenses ou les pertes qu'on a encourues. Là. Non, ça marche malheureusement pas comme ça. Là. Il y en a souvent qui ont la tendance de faire ça parce que ça pourrait... le cas où j'ai vu dernièrement, parce que c'est un cas qui est vécu, là, c'est la personne avait fait beaucoup de pertes là, sur le marché boursier, puis en calculant ses pertes, c'est organisé pour dire, mais moi, je vais arriver à 15 000 de revenus parce que ce montant-là, je ne paye pas d'impôt. Donc, on va reporter à l'année suivante toutes mes transactions, comme ça, je verrai si j'ai du profit. Mais la façon que ça se fait, c'est que dans une année civile, on calcule toutes les transactions qui ont été opérées, puis si on est en mesure d'aller chercher des avantages, soit avec des reports de pertes ou de différer certains crédits, mais on va le faire. Mais c'est pas un choix qu'on a là, de prendre une dépense dans une année ou dans une autre. Là. C'est sur une base d'année civile. Dans l'année courante. Dans l'année courante. Parce que est-ce qu'on peut... Là, on parle de dépenses ou de pertes d'entreprise à ce moment-là. Exact.
parce que là, on a transigé beaucoup. À ce moment-là, les pertes, on peut les reporter dans le temps. Est-ce que c'est comme une perte en capital, par exemple, reportable indéfiniment à l'avant, mais rétrospectivement, 3 ans en arrière, ou ça fonctionne? C'est toujours 3 ans à l'arrière, donc, mais c'est 20 ans en avant. 20 ans en avant. Oui. Exactement. Bon. Société peut prêter de l'argent à son actionnaire si un intérêt est chargé. Vrai ou faux? Ça, c'est faux. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit dans à peu près un dossier sur 2. Là. Donc, la tentation est toujours très grande là, pour un individu qui a accumulé de l'argent dans une compagnie. Là, donc, d'éviter le dividende. Donc, de se faire un prêt, s'acheter un chalet, s'acheter un condo aux États-Unis, s'acheter un bateau. Puis de se dire, mais là, je rémunère ma compagnie. Donc, ma compagnie n'est pas vraiment lésée. Donc, juste sur cette base-là, mais je ne devrais pas avoir d'impôt à payer sur un dividende. La loi a été, du moins il y a très, très longtemps, ils ont prévu un article de loi qui dit que s'il y a un prêt qui est effectué à l'actionnaire, mais il y a une imposition qui est immédiate, qu'il y ait un intérêt qui soit facturé, qu'il y ait des hypothèques qui soient prises sur les immeubles, on s'en fout. Donc, le simple fait qu'il y a un prêt à l'actionnaire, il y a une imposition. La loi est venue, du moins le législateur a prévu une exception. Donc, si l'actionnaire rembourse le prêt avant la fin de l'exercice dans lequel le prêt a été effectué. Donc, mettons qu'on a un exercice qui finit le 31 décembre, il y a un prêt qui se fait au 30 juin, mais on va avoir jusqu'au 31 décembre de 2016, mettons que ça s'était fait en 2015, pour rembourser le prêt. Donc, mais il faut vivre avec ces délais-là, sinon il y a une imposition dans l'année où le prêt a été effectué. Le contraire, c'est la société doit de l'argent à la personne. Ça, on appelle ça le fameux apport du propriétaire. Là. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Là? Est-ce que le dividende, on peut l'escompter, on peut l'enlever dans le sens où lui rembourse le prêt à l'actionnaire? Oui, si on avait un prêt à l'actionnaire, bien, du moins les avances qui seraient frais, qui auraient été effectuées, mais ce serait un remboursement d'avance tout simplement, puis là, il n'y aurait pas de revenus. Là. Qui est imposé là-dedans dans ce temps-là, là, dans le premier cas? Là? C'est l'actionnaire. C'est l'actionnaire? C'est toujours l'actionnaire. Puis ces règles-là aussi s'appliquent si... c'est pas juste le prêt à l'actionnaire, c'est le prêt à l'actionnaire et les membres de sa famille. Ah, OK. Donc, ça va chercher plus loin. Puis dans les structures plus complexes, ceux qui utilisent des fiducies, des sociétés de personnes, mais là, on a des règles qui vont faire en sorte que c'est toujours l'actionnaire qui va c'est toujours lui qui va payer pour. Société peut utiliser ses actifs pour acheter un chalet, bateau, œuvre d'art utilisé par son actionnaire. Oui, ça, c'est... D'après moi, c'est non, là. La réponse, c'est ni oui, ni non. Oui, sauf que quelqu'un qui ferait ça, donc il y a une disposition dans la loi qui fait qu'il y a un avantage imposable qui est à calculer à l'actionnaire. Puis l'avantage imposable se calcule en fonction de la valeur locative du bien. Okay. Donc, si vous achetez un gros VR pour vos vacances à travers votre compagnie, bien, le fisc peut tout simplement aller voir combien ça se louerait chez un tiers, puis il va tout simplement calculer un avantage imposable. Donc, les gens, du moins, ils sont peut-être pas tout le temps au courant de ça, mais ça fait mal lorsqu'on se fait vérifier, parce qu'en plus d'avoir l'avantage imposable, c'est perçu comme du revenu qui n'a pas été déclaré. Donc, on se retrouve avec une pénalité là, qui peut être salée. Oui, pour l'actionnaire, mais aussi pour la compagnie. Parce que la compagnie n'a pas déclaré le revenu de l'employé à ce moment-là. Oui, il n'y a pas les deux, là. C'est un revenu qui aurait dû apparaître sur le feuillet. Mais n'importe quelle dépense qui serait relative là, au maintien d'un de ces actifs-là n'est pas déductible. C'est sûr que là, si la compagnie les a déduits, mais il va y avoir un impôt dans la compagnie. Là. Donc, OK. Au pire, il va y avoir un impôt, une pénalité pour ne pas avoir produit le feuillet. Là. Donc, mais c'est... Okay. Moi, c'est l'actionnaire qui supporte l'impôt. Il me suffit d'aller vivre dans mon chalet dans l'année de la vente pour l'exemption d'impôt. Ça, c'est certainement pour éviter le gain de capital. Il y a des règles très, très précises. Ça se fait, mais d'une façon... faut suivre les règles. Les gens ont l'impression que l'année où ils vendent, juste le fait d'aller y vivre, là, ça vient exempter totalement le gain. Donc, la règle s'applique pas vraiment comme ça parce que c'est un test année par année. Donc, si vous avez 2 propriétés, bien, il faut désigner la propriété que vous détenez dans une année. Donc, une année, ça peut être le chalet, l'autre année, ça peut être la résidence principale. Donc, je fais un petit exemple. Là. Donc, admettons que vous achetez une propriété en 2001 puis vous la vendez en 2015. Donc là, vous avez 14 ans de détention. Donc, vous pourriez, à travers ces 14 années-là, juste déterminer que certaines ont été, du moins, ont été votre résidence principale parce que ça optimiserait votre dossier. Donc, ce que je veux que les gens retiennent, là, c'est que c'est pas vrai que juste aller y habiter la dernière année, ça va exempter en totalité. Il faut vraiment, dans la déclaration de revenus, venir dire que cette propriété-là a été votre résidence principale pendant toute la période où vous l'avez détenue. Donc, c'est le point à se remémorer. Bon, ça, c'est extrêmement important. Puis de suivre la règle aussi, là, parce que ça peut devenir complexe à calculer aussi. Là. Vous me dites 1 sur 2. Là. À la fin, il faut que tu le prouves. Oui, il faut le prouver. Ouais. Puis la résidence à l'étranger. Hein?
aussi pourrait se qualifier comme résidence principale. Là. Donc, on pourrait exempter le gain qui a été réalisé, mettons, sur un condo aux États-Unis. Sauf que c'est peut-être pas avantageux de le faire parce que aux États-Unis, vous allez avoir de l'impôt à payer, puis on voudrait utiliser le crédit d'impôt étranger à l'encontre de l'impôt canadien. Là. Bon, le fameux capital versus l'entretien pour le chalet, là, tous les coûts encourus durant la possession, on peut le déduire à la fin. C'est vrai ou faux? C'est faux, ça. Donc ça, c'est les gens qui, bon, se retrouvent avec l'impôt à payer sur le chalet, mais ils se disent, bien là, j'ai payé des intérêts, des taxes, je l'ai rénové, donc je devrais être en mesure de... J'ai refait la cuisine, la salle de bain, donc tout ça devrait venir se rajouter au coût, donc réduire les impôts. La position des autorités fiscales, du moins Revenu Québec, quand on a un dossier de cette nature-là, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est déductible, à moins que vous ayez fait un agrandissement là, vraiment majeur, là, donc un travail majeur. Donc, pour tout le reste, c'est perçu comme de l'entretien. Donc, c'est un coût personnel de détention de la propriété. Vous l'avez tout simplement là, remis au goût du jour et puis c'est pas déductible. Du moins. Si c'était devenu une entreprise, donc une location, là, c'est plus la même affaire. Là, parce que là, ça serait d'autres choses. Ça serait d'autres choses. Les gens seraient venus déduire ça à l'encontre du revenu de location. Là, je parle vraiment là, du chalet là, qui a été détenu là, à titre Est-ce que les frais notariés, les frais d'arpentage, tout ça, c'est déductible quand même? Ça, habituellement, ça va être au début. Là, donc, à l'achat, les droits de mutation, tout ça va venir s'ajouter au coût là, du terrain puis de l'immeuble. Et à la fin, aussi? Non? Oui, ça pourrait être perçu comme des dépenses de vente, oui. Habituellement, le notaire, c'est l'acheteur qui le supporte. Là. Et en 30 secondes, les documents 3 ans après avoir produit une déclaration de revenus, il faut faire attention à ça. Non, c'est 7 ans. Là. La loi vous exige 6 ans après l'année là, où vous avez encouru la dépense. Donc, c'est important de garder tous ces reçus. Puis, il y a certaines dépenses qui doivent être certains reçus qui doivent être gardés plus longtemps. Là, donc, si vous êtes en affaires. Puis, petit conseil, si vous avez des revenus de location, là, même si c'est vendu, là, gardez ça longtemps après. Oui. Ça peut être vérifié, ça. Merci beaucoup, Patrick Saint-Onge. Ça fait plaisir.